Février. C'est une distance qui ne s'avale pas. D'ailleurs, aucune distance ne s'avale. Il faudrait qu'elle arrête d'utiliser cette expression. Elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas à qui elle l'emprunte quand elle pense dans ces termes. Peut-elle même prétendre qu'elle pense? Au mieux, elle fait du patchwork avec des vieux chiffons de mots qui lui traînent dans les coins du crâne. C'est une distance qui se rumine, qui se mâchonne quoi qu'elle fasse. Elle a essayé le trajet via Sydney, Tokyo, Singapour, les départs à l'aube, l'escale parfois si courte qu'il faut courir entre les deux avions dans des couloirs sans fin ni fenêtres, mais rien ne peut faire tenir ce voyage en 24 heures. Il déborde toujours, il bave sur le jour d'avant ou sur le jour d'après. Si on ajoute le trajet jusqu'à l'aéroport, le temps nécessaire pour s'enregistrer, passer les contrôles, embarquer, le vol lui-même, puis le transfert, puis le second vol, puis la navette pour rejoindre le centre-ville, on arrive au mieux à 1 journée et demie, 2 quand on fait au moins cher. C'est comme si les 20 000 kilomètres tenaient la modernité technologique en respect. On ne peut pas avaler la distance qui sépare Paris de Nouméa. Tass se demande parfois, est-ce que c'était comme ça sur les bateaux ? Est-ce que c'était pire parce que c'était plus long, ou est-ce que proportionnellement, il s'agissait de la même chose puisque les corps des ancêtres étaient habitués au trajet lent et que celui-ci était simplement le plus lent de tous? Quand son arrière-arrière-grand-père est arrivé sur le Caillou, le trajet en bateau durait 150 jours. Est-ce que c'est encore un voyage quand c'est si long, ou est-ce que ça devient un séjour ? Le trajet est interminable, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est un avantage. Tass peut encore, pendant quelques heures, ne rien raconter de la rupture amoureuse qui vient de sectionner le lien entre elle et la métropole. Elle peut ne pas prononcer le nom de Thomas. On est en février, et l'inversion des saisons entre les deux hémisphères est à son paroxysme. À Orléans, chez Thomas, la neige et le grésil passaient en soufflant. Au début de leur relation, il se faisait tendre dès qu'elle avait froid, monter le chauffage, poser un doigt ému sur ses lèvres violettes. « Tu trembles !» Comme si c'était une preuve de son exotisme aussi délicieuse qu'une coiffe de feuilles et de fleurs. Cette année, il a paru agacé, presque soupçonneux, comme si l'hiver était un conte inventé par Tass, comme si la température extérieure n'expliquait pas ses frissons, comme si on pouvait dire « arrête » à quelqu'un qui a froid. C'est terminé de toute manière. Les neiges d'antan, la bise venue, les vives le vent, toute cette culture du froid à laquelle Thomas a essayé de l'initier pendant des années. Dès qu'elle sortira de l'avion à Tontouta, elle sentira l'incroyable épaisseur de l'air chaud et humide. L'été austral l'empoissera. Et plus que du décalage horaire, c'est de la différence de température qu'elle va devoir se remettre pendant les prochains jours. Une partie de la ville est encore en vacances. Nouméa sera molle et vaguement désertée. Peut-être que Tass n'aura personne à qui raconter ce qui s'est passé au nord de l'équateur. Personne avec qui boire du rhum et des number one en criant que « c'est fini, Thomas, plus jamais, Thomas. Ouais, et c'est lui qui va le regretter, tu vas voir, parce que sa vie sans moi est tellement ennuyeuse. » Lorsque la lumière se rallume dans l'avion, Tass se répète qu'elle est heureuse de rentrer enfin pour de bon. Aucune des années passées en métropole n'a pu inverser la polarité de ses hémisphères internes. Chez elle, c'est le Pacifique, c'est le Sud. Elle n'a jamais eu l'impression d'être à sa place de l'autre côté. Ce ne sont pas tant l'étrangeté du climat et de la flore ou la température intolérable de la pluie qui l'ont tenue à distance, ce sont les incompréhensions et l'ignorance liées au territoire dont elle vient. En métropole, c'était chaque fois les mêmes bribes ou brisures de dialogue, ça se cognait, ça ne servait à rien. « Tu viens d'où » Nouméa. « Ah ouais, c'est Tahiti, ça, non ?» Non, c'est pas... Alors attends, c'est quoi ? Attends, me dis rien, je vais trouver, c'est Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, bien sûr, ouais. Et c'est la France, ça ? Parfois, des passionnés de géographie ou de plongée pouvaient tout de suite rattacher le nom au territoire, les premiers listant les kilomètres carrés et la densité en habitants, et les seconds se perdant dans une énumération de poissons. Mais les uns comme les autres étaient rares, et ça ne racontait rien de l'archipel, de toute façon. Au large de l'Australie ? Ah ouais ? Et il y a qui de connu en Nouvelle-Calédonie, enfin des artistes ou des grandes figures un peu historiques ? Aide-moi à placer, à replacer. Tass disait « à taille ».
Elle savait que ça n'évoquerait rien, mais c'était 2 syllabes chargées de suffisamment d'exotisme pour les charmer un peu. L'absence de patronyme leur suggérait peut-être qu'il s'agissait d'un artiste, un chanteur, pourquoi pas, du zouk, sûrement. Après tout, c'est l'outre-mer, ça vient avec des chemisettes à fleurs. Toujours tasse ajoutée après 2 ou 3 secondes de silence. Et sinon, Louise Michel. Alors là, les gens voyaient mieux. Ah tiens, c'est marrant, j'étais au collège, Louise Michel. Mais je ne savais pas du tout qu'elle était de là-bas. Non, c'était plutôt un prêt. Elle ne sait pas trop comment qualifier ça. Est-ce qu'elle peut dire que Louise Michel a vécu sur l'archipel? Est-ce qu'un bagne peut devenir une maison avec le temps? Il y avait rarement d'autres questions sur l'endroit d'où Tass venait après ça. Maintenant, la Terre apparaît par le hublot. Ça paraît si improbable de découvrir des îles, de la végétation, des humains, après des heures de vol au-dessus du Pacifique désert. Tass plisse les yeux pour distinguer les montagnes sombres, les nuages emmêlés dans les sommets, la terre rouge qui s'écoule en serpentin de rivière, le lagon turquoise dans lequel les récifs dessinent des visages bleus foncés. Comment est-ce que cet archipel est arrivé là ? Quand Tass était enfant, les adultes lui ont raconté l'histoire de sa terre à plusieurs reprises. Il y avait la version de l'école, il y avait la version des amis de ses parents qui chacun racontait un petit bout de territoire où s'était déroulée son enfance. Il y avait surtout la version de son père, qui s'étirait sans cesse au fur et à mesure que Tass et son frère grandissaient. Toutes les versions s'étaient agglomérées jusqu'à ce que le territoire calédonien se présente pour Tass de la manière suivante. D'abord, il y eut un morceau de terre, détaché de l'Australie il y a 80 millions d'années lors de la fragmentation du Gondwana. Tombé au fond de l'eau, puis ressurgi, hérissé de montagnes et de collines lentement recouvertes d'arbres durs comme du fer et de fruitiers verts profonds. Ensuite, il y eut les êtres humains, qui s'appelaient les Kanaks, et qui, au début de toute chose, n'étaient pas eux-mêmes d'ici, mais arrivés d'autres îles du Pacifique 2, 3 ou 5 000 ans avant nous, selon les coins de l'archipel. On ne sait pas bien comment. Certains racontent que c'était juste après le déluge, que l'eau atteignait encore le sommet des montagnes et que tout le monde flottait au milieu des débris, mais ces gens-là ont sûrement trop fréquenté les sœurs et les pasteurs. D'autres prétendent que ce ne sont pas les humains qui sont arrivés en premier, mais une igname dotée de paroles et capable de conduire un canot. Les humains ne sont arrivés qu'ensuite. D'autres récits encore refusent tout net l'idée d'une embarcation, qu'elle soit chargée d'humains ou de tubercules, et affirment que, bien sûr, le premier homme est né ici, d'une dent de lune posée sur un rocher et qui a pourri. Car en pourrissant, les dents de lune peuvent donner naissance à des serpents, à des anguilles, à des lézards, mais aussi à des hommes au bout d'un très long processus. Toujours est-il que, d'abord, ma fille, il y eut les Kanaks. Ensuite, il y eut les Santaliers, qui allaient et venaient comme les courants d'air pour vivre du commerce du bois. Après, il y eut les missionnaires, venus pour mélanger l'école aux évangiles. Puis commença le grand ballet du bagne, les administrateurs, les matons, les forçats, ces derniers venus de tout l'Empire, envoyés par centaines si bien ajoutées les unes aux autres qu'ils finiraient par être presque 25 000 à avoir été exilés là. Il y eut aussi les colons de peuplement, souvent attirés par de fausses promesses et se rêvant propriétaires de plantations. Ensuite, ma fille, il y eut des habitants des Nouvelles-Hébrides, une ancienne colonie anglaise devenue aujourd'hui le Vanuatu. Il y eut des Javanais pour les emplois de domestiques et tous ceux qui avaient réussi, qu'ils soient petits ou grands colons, devaient avoir leur Javanais, leur Javanaise.
Au début du XXe siècle, il y eut les Vietnamiens et les Indonésiens engagés sous contrat, ce qui ne veut rien dire asservis et plus juste, traités comme des esclaves, tout comme les Japonais qu'on expulsa avec rage pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, il y eut les arrivées tourbillonnantes des métropolitains pendant le boom du nickel. Car depuis les premiers pas des Blancs, ou presque, il y eut les mines et leurs disciples. Les découvertes et les épuisements de filons qui jetaient les hommes ici, puis les envoyaient là, au gré des surprises du sol. Cobalt, chrome, manganèse, et bien sûr le nickel. Attirant les métropolitains, les oreilles, qui y restaient ou partaient quand le filon se terminait comme une marée de métro apparaissant, disparaissant. Et nous, Baba, demandait Tass. Et nous, de quelle vague on est sorti? Laisse-moi te répondre par une autre question, mon cœur. Comment tu t'appelles? Un ruisseau dit que le terrorisme, au sens strict, est inutile, car la terreur est stérile. Elle ne produit rien, pas même le mouvement, et certainement pas la compréhension ni la rédemption. Alors, bien sûr, il ne dit pas rédemption, c'est un mot que les colons de la pénitentiaire et les colons missionnaires ont trop prononcé, non? Le grand mot d'un ruisseau, c'est réparation. Et pour arriver aux réparations, répète-t-il, il faut que les oppresseurs comprennent ce qu'ils ont cassé et par quels moyens, souvent invisibles à leurs yeux, ils ont cassé. La seule forme de terrorisme qui soit acceptable, théorise un ruisseau, est empathique. Arrête avec le mot terrorisme, dit Knepp. Un ruisseau parle parfois en langue, parfois dans un gros français soyeux, selon les gens qui l'entourent. Il passe de l'un à l'autre sans problème apparent, mais en y ajoutant toujours des bribes d'anglais parfois hasardeuses. Il dit que ça pourrait être utile pour donner une dimension internationale au mouvement, mais c'est surtout parce qu'il regarde les championnats de basket américains très tard dans la nuit sur son téléphone. Un ruisseau dit ceci aussi. Les actions que mène le groupe ont pour but, peut-être pas la prise de conscience, mais l'expérience sensible de ce que veulent dire la dépossession et la réappropriation par un autre. Évidemment pas à la même échelle que ce qu'ont pu éprouver les Kanaks, car alors, dit un ruisseau, ce serait la guerre civile, et la guerre civile est le contraire d'une réparation, right? Pour désigner le but du groupe, un ruisseau alterne entre les termes empathie violente et terrorisme empathique. Arrête avec le mot terrorisme, dit Fidre. Lorsqu'il explique le projet pour la première fois, un ruisseau se rabat très rapidement sur un exemple. Une action déjà produite qu'il trouve belle, efficace, parlante. Il n'a pas besoin que cette action ait été lancée ou pensée par lui, au contraire. Il aime bien citer les frères et sœurs qui ont de l'inventivité. Les mamans, parfois aussi, ont de ces coups de génie qui lui font grasseiller la voix d'admiration. Il y en a une, par exemple, dans un spa à Nouméa qui a trouvé ce geste formidable, so strong. Elle enfile les chaussures de ses clientes pendant les massages. Ce qui fait que la personne massée, toute plaquée sur la table rembourrée, le visage prisonnier de la tétière qui limite son champ de vision, voit apparaître sous ses yeux les sandales ou tennis ou escarpins qu'elle croyait bien à l'abri dans le vestiaire. Et bien sûr, la lumière tamisée et lavande, ainsi que le léger endormissement concomitant au massage, brouillent la perception, empêchent la certitude. Est-ce que cette personne porte réellement mes chaussures? Elle me les a volées? Est-ce que je dois poser la question? Comment la formuler si je la pose? Est-ce qu'elle pourrait ne pas avoir compris que ces chaussures étaient les miennes? Est-ce que lui demander va la pousser à rendre les chaussures ou risque au contraire de la braquer? Se poser ces questions, dit un ruisseau, c'est déjà approcher de l'expérience de dépossession que nous avons connue. Et à la fin du massage, les chaussures sont rendues, ne laissant que l'arrière-goût inquiétant de l'expérience. Si vous volez des cartes bleues, dit un ruisseau, car certains frères et sœurs, notamment les plus jeunes, sont adeptes de ce mode d'action, l'important, c'est de faire très vite des achats. Il faut qu'au moment de bloquer la carte, la banque demande au propriétaire s'il est responsable de telle ou telle action détectée sur le compte, et plus ces actions seront absurdes, plus elles seront fortes. Car les Blancs ne nous ont pas pris nos terres parce qu'ils en avaient besoin. Non, ils sont arrivés ici et ils ont dit « c'est un paradis ». Nous en ferons un bagne.
que les achats que vous faites avec ces cartes volées soient à la hauteur de cette décision. Prenez pour faire n'importe quoi. Nous voulons que les volets se tapent la tête contre les murs sans parvenir à comprendre pourquoi on les a dépouillés. Acheter des fauteuils en forme de bulldog et de l'eau de toilette au parfum de pâte à modeler. Acheter un cochon truffier, un bunker souterrain, un masque hyper réaliste d'Adam Driver, un exemplaire signé de l'autobiographie de Julio Iglesias. Acheter des parcelles d'étoiles contre un certificat à Survelin, parrainer un éléphant au Tchad à grand renfort de donations, ce que vous voulez, surprise me. On pourrait peut-être aussi acheter des choses utiles pour la cause, demandent régulièrement les nouvelles recrues. Le visage d'un ruisseau s'affaisse et s'attriste. Des choses utiles. Se faire dépouiller pour que le voleur achète des choses utiles, ça n'est pas vraiment se faire dépouiller. C'est participer sous la contrainte à une répartition des richesses plus équitable. Alors, bien sûr, c'est très intéressant aussi. Un ruisseau n'a rien contre ce qu'a tenté Robin des Bois, mais ce n'est pas ce qu'il fait lui. Ce n'est pas ce que propose ce groupe. Lui, ce qu'il veut créer, c'est une expérience empathique de la dépossession qu'aucun but ne peut venir justifier. Et il le répète, un peu déçu de le répéter. Un ruisseau a murmuré à Nep un soir qu'il aimerait parfois être compris instantanément. Le noyau dur du groupe ne compte que 2 autres membres. N'épousera pas un pauvre, Nep, et fille de la réussite, Phidre. Nep dit que lorsque les vieux sont allés chercher des syllabes pour elle dans le champ des noms, ils devaient être bourrés parce que c'est pas possible de l'affubler d'une protection pareille. Depuis qu'elle a rejoint le groupe, elle demande à ce qu'on utilise systématiquement son acronyme. C'est son nom de guerre, comme celui que portaient les combattants kanaks au temps des batailles et des révoltes. Tout le monde obtempère, même les jeunes recrues les plus récalcitrantes, parce que Nep est impressionnante quand elle vous fixe de ses petits yeux noirs sous l'arc prononcé de ses sourcils. Elle sait garder son visage si immobile dans ces moments-là qu'il paraît devenir d'un coup un masque d'elle-même qu'elle vous a laissé dans les mains pour partir faire quelque chose de plus intéressant. Et c'est votre faute si elle s'est absentée comme ça, tout soudain de ses propres traits. C'est parce que vous l'avez déçue. Les petits frères et sœurs apprennent vite à ne plus la décevoir. Les parents de Phidre étaient bourrés aussi, dit Nep, quand ils ont trouvé son nom. Mais Phidre ne s'est jamais plainte. Ça ne signifie pas qu'elle aime s'appeler fille de la réussite. Simplement, elle ne se plaint jamais. Elle est dure au mal, disent ses collègues du Médipôle qui la connaissent sous le nom de Thérèse. On ne dirait pas, comme ça, avec sa petite taille, les t-shirts colorés qui l'engloutissent et ses éclats de rire enfantin, on ne lui prêterait pas tant de force à première vue, mais Phidre se tient droit debout, quelle que soit la force du vent. Les 2 autres savent qu'elle a refusé un mariage coutumier quelques années plus tôt. Quand une femme se marie, elle apporte la vie et le sang de ses frères au clan de son époux. C'est un don si important qu'il crée des dettes. Parfois, quelques générations plus tard, on doit rendre la vie et le sang. Ça se rappelle à vous l'alliance ancienne en demandant à être renouvelée. Il faut que les clans se réarriment à travers 2 individus. Phidre n'a pas voulu. Elle aurait pu rester. Après son refus, elle dit « Tout le monde sait bien que ce n'est plus comme avant pour les mariages, mais elle a eu l'impression qu'elle était une Kanak à la carte, qu'elle ne prenait que ce qu'il y avait de bon pour elle sur le menu et elle a eu honte. Le regard des autres, ça lui faisait comme les piqûres des fourmis électriques. Elle est venue à Nouméa et elle a passé son diplôme d'aide-soignante. Certains soirs, elle se sentait tellement seule qu'elle avait l'impression de disparaître. Les juxtapositions précaires que les Blancs appellent une famille, une ville ou une société ne peuvent pas lui suffire. Au-delà de ses ambitions politiques, le groupe d'empathie violente est une structure, un ensemble de liens sociaux dont Phidre a besoin pour exister.
Mars. Tass se rend au lycée dans les bruits de moteurs et d'embrayage effrayants qu'émet sa vieille Duster. Sur les arbres de la cour, un bulbul vient se percher tous les matins. Il est beau avec son bas-ventre rouge, sa tête hirsute et charbonneuse, la tache blanche qui apparaît sur son dos quand il s'envole, déployant la cape de ses ailes en demi-cercle. Il est beau et con, extraordinairement agressif envers toutes les autres espèces, il volette d'arbre en arbre, et les autres oiseaux fuient devant lui dans des bruissements paniqués. Il ne se pose que quelques secondes, il n'aime pas particulièrement cet arbre, cette branche. Il refusait simplement que d'autres l'occupent. Il est beau, et il n'a rien à foutre ici. Non seulement dans la cour où il déconcentre Tass, mais plus généralement sur la Grande Terre. Des affichettes placardées ça et là le long des routes et au bord des parcs naturels le rappellent à intervalles réguliers. L'oiseau est un envahisseur, originaire d'Asie du Sud-Est. Tass ne sait pas bien si l'expression « espèce invasive » est juste, car dans les faits, l'oiseau n'a mené aucune conquête, souhaité aucune expansion de son territoire. Des humains l'ont importé comme oiseau de volière il y a plusieurs décennies, dans un but décoratif, et bien sûr, à un moment, quelque chose a mal tourné. Rien d'étonnant, Tass a vu Jurassic Park, la vie trouve toujours son chemin. Le bulbul a refusé de n'avoir de fonction qu'esthétique. Il s'est échappé, installé, reproduit. Bon, à ce moment-là, il a envahi, d'accord, mais contraint et forcé. Est-ce qu'il existe de l'invasion légitime comme il existe de la légitime défense ? Est-ce qu'elle regarde un colon quand elle l'observe en train de déployer ses ailes, ou une victime, ou tout à la fois ? L'oiseau s'envole et Tass ramène ses yeux à hauteur humaine. L'interclasse vient de sonner et les élèves envahissent la cour par grappes de taille variable. Une classe revient du stade où les adolescents ont été forcés d'enchaîner les tours au petit trot comme des poneys de manège malgré la chaleur. Tass aperçoit les jumeaux, Célestin et Pénélope. Le frère et la sœur portent des shorts colorés à la coupe similaire et des t-shirts usés. Sur leur tête, la capuche d'un sweat qui flotte en cape derrière eux. Ils partent à grandes enjambées vers la mer ou vers les tours. Tass, elle, rentre à l'appartement en se disant qu'elle est parvenue une journée de plus à faire illusion, à avoir l'air de leur professeur. Elle ne sait pas si elle en tire une profonde satisfaction ou un malaise plus profond encore à l'idée que le système éducatif la laisse jouer ce rôle sans jamais contrôler si elle est réellement au niveau. L'angoisse qu'on découvre son imposture l'empêche de partager avec ses collègues mieux formés les questions qui la tiraillent. Internet répond aux plus techniques, celles qui portent sur la construction d'un cours, sur la durée idéale d'une activité, mais certaines des questions de Tass ne se retrouvent sur aucun site ni sur aucun forum. Comment ne pas être perturbé par le visage de ses élèves, par exemple ? D'un de ses élèves, particulièrement. Elle trouve Célestin beau, de manière envoûtante avec son visage sérieux et son pendentif fantaisie. Les gens beaux constituent une aristocratie qui la rend instantanément pataude. Elle voudrait s'excuser de les déranger, les laisser être beaux dans leur coin, partir à reculons. Elle a du mal à lui enseigner quoi que ce soit parce que, dans sa beauté, il lui paraît n'avoir besoin de rien. Lui et sa sœur sont des élèves appliqués, pourtant, en ce début d'année. Jamais d'affaires oubliées, pas de téléphone sous la table, pas d'excuses brouillonnes inventées pour faire pardonner un retard. Ce devrait être facile de faire court devant Célestin. Mais quand elle pose les yeux sur son visage parfait, elle se demande toujours ce qu'elle pourrait lui apporter, pourquoi il l'écoute. Elle regarde ailleurs, pour ne pas que l'adolescent se sente poisseux, elle se détesterait de lui faire ressentir ça. Quand elle était en terminale, Tass a été draguée par un de ses profs, un homme de 40 ans, qui enseignait l'histoire d'une voix très douce, presque inaudible par moments. La manière dont il la regardait la laissait tellement sale qu'elle avait besoin d'aller nager après ses cours, de sentir le sel lui piquer la peau. Parfois, elle se frottait avec des poignées de sable. « Vous êtes exceptionnelle, mademoiselle Areski. » Après de longues minutes dans l'eau, elle réussissait à faire partir la sensation poisseuse, mais pas le souvenir que la première fois qu'il lui avait adressé des compliments, elle avait été fière.
vous faites preuve d'une maturité fascinante. Et que la fierté lui était restée longtemps, des semaines, des mois. La fierté n'avait aucune difficulté à cohabiter avec la honte, rien ne s'annulait. Tass avait pris un café avec son professeur dans un endroit particulièrement laid où personne ne risquait de les apercevoir. « À quoi est-ce que vous rêvez, mademoiselle Areski ? Quelles sont vos envies profondes ?» Elle répondait, elle pesait chaque mot de ses réponses. Qu'il la juge soudain inintéressante l'aurait fait s'écrouler. Si elle ne l'avait pas vue embrasser une femme aux cheveux rouges un samedi soir sur la promenade, elle aurait peut-être continué à écouter, à se sentir à part. J'adorerais voir ce que vous allez devenir, pouvoir vous observer dans votre épanouissement. À l'époque, elle trouvait ça moins choquant qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, elle croyait déjà être une femme. Quand elle a commencé à enseigner, elle était plus jeune que ne l'était le prof en question, et ça a été une évidence pour elle dès le premier jour. Elle avait affaire à des enfants, et ces enfants étaient ses élèves. Les phrases sont devenues plus sales qu'elles ne l'avaient jamais été. Ni le sel, ni le sable ne peuvent en venir à bout. Avril. Nep est pendue au téléphone en attendant que le standard de la radio prenne son appel. Elle a le numéro 53, mais les numéros ne défilent pas dans l'ordre. La présentatrice annonce soudain que c'est au 80, puis au 72, puis au 50, elle fait des bonds. La radio consacre une partie de la matinée aux petites annonces des particuliers. Pendant 2 heures, des gens appellent, énoncent ce qu'ils ont à vendre et leur numéro de téléphone. Ils disent « Je vends des flamboyants, une voiture sans moteur, un moteur sans voiture, des piments préparés, 2 mètres cubes de livres sur l'homéopathie, une niche pour chien que j'ai fabriquée moi-même, mais le chien ne l'aime pas, une boîte à outils avec tournevis et embout, une armoire à fusil, un lit médicalisé. » Certaines de ces petites annonces sont des tragédies. L'homme à la niche est très triste que le chien préfère dormir dehors. Des déchirures ou des renoncements. D'autres sont pleines d'un espoir, sinon en l'humanité, du moins dans le voisinage. Et ça fait chaud au cœur, dit la présentatrice. Après avoir donné une description plus ou moins succincte de l'objet, les personnes ajoutent quelques détails. Elles disent « le prix est à débattre, mais pas trop ». Elles disent « je suis à Rivière-Salée, je suis au Mont-d'Or, je suis à Poum, à Bourail, à Lifou. Allô ?» dit Nep dans le téléphone. « Allô, allô ?» Personne ne lui répond, c'est sa faute. Elle a laissé filer les heures et maintenant l'émission est presque terminée. Peut-être qu'on ne prendra pas l'appel de Nep. Il faut qu'il prenne son appel, c'est pour le groupe, c'est important. Depuis 2 ans, il passe par les petites annonces pour se donner rendez-vous. Le protocole est un peu compliqué, mais ils s'y tiennent. Le protocole permet que les frères et sœurs initiés entendent l'appel et rejoignent librement la réunion. En plus, dit Fidre, le protocole est plus respectable qu'un groupe sur Messenger. Fidre est la seule des 3 à descendre d'une famille militante. Sa grand-mère a été une des figures de la lutte dans les années 70 et par conséquent, Fidre veille toujours à la respectabilité du groupe. Ce que Nep doit faire ce matin-là, c'est coder sa petite annonce pour que les autres comprennent qu'elle veut les voir jeudi prochain. Est-ce que le 53 est avec nous ? Nep crie « baisse » aux voisins et le son de la radio s'estompe parmi les 100 petits bruits des cabanes. Nep déroule doucement le code, puis raccroche. Jeudi prochain, elle pourra parler aux autres de l'appel qu'elle vient de recevoir et peut-être que bientôt, ils auront 2 nouvelles recrues. Tout ce qu'il n'y a pas.
Je comprends que tu ne viennes pas. Ce territoire est plein de manques. Ce territoire est plein et creux. Il n'y a pas de neige en hiver. Probablement parce qu'il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas de vignes. Il n'y a pas de bonne boulangerie. Il n'y a pas d'intermittence du spectacle. Il n'y a pas mon père. Et plus généralement, il y a un trou là où auraient dû se trouver mes ancêtres. Il n'y a pas les pièces de monnaie auxquelles tu es habitué, ni le tabac à rouler que tu préfères. Il n'y a pas de train, pas d'autoroute. Et plus grave, pour un archipel tropical, il n'y a ni perroquet, ni singe. Contrairement à ce que croit ta mère, il y a des Carrefour Market et des Leader Price. Tout est pareil, tout est plus cher. Mais il n'y a pas de château fort, pas de ruines romaines, pas de station de ski. Je me moquerais bien de tout ça, mais il n'y a pas toi, Thomas. Il n'y a pas. Tass ferme le fichier sans enregistrer. C'est la 10e fois qu'elle reproduit les mêmes gestes, les mêmes clics nerveux après avoir écrit un poème pour Thomas. Elle ne l'a pas contacté depuis qu'elle est rentrée à Nouméa, il y a 2 mois, mais elle a commencé plusieurs textes qu'elle a rapidement fait disparaître. Curieusement, les poèmes lui paraissent plus appropriés qu'un message sur WhatsApp lui demandant comment il va. Les poèmes ne sont pas une demande de relation. Ils existent et flottent indépendamment d'une réponse. Juillet. Un ruisseau n'aime pas beaucoup l'idée des repas, des 3 coupures de la journée où il faudrait s'asseoir et manger. Il grignote des sao sans interrompre son activité du moment et laisse des miettes de crackers partout sur son passage. Quand il faut manger, quand il faut vraiment, parce que la faim sinon empêcherait de réfléchir, il pioche quelques milliers de francs pacifiques dans la boîte en plastique au fond de son sac et il achète les premiers aliments venus, du pâté de foie, des achards de légumes, les fruits qu'une maman vend sur le bord de la route. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est la nourriture qui fait que la boîte en plastique se vide et a besoin d'être remplie. C'est la nourriture qui oblige à chercher les francs. Pour se nourrir, Nep a un jardin, Fidre a un travail, un ruisseau, lui, a une combine. Il organise des bingos illégaux. Souvent, il monte ça sur un parking, celui d'une boulangerie ou d'un supermarché le long d'une route passante. Il déplie des chaises en plastique dans l'ombre des places couvertes. Ces grilles de bingo sont belles. Il les dessine avec application et les mamans sont toujours contentes de lui acheter. Aujourd'hui, il a 7 joueuses qui discutent en attendant qu'il se lance. Un ruisseau se retourne vers elle et commence son grand boniment du bingo. Il annonce les numéros avec une superbe qui leur donne l'impression qu'elles vont gagner des lots somptueux. Oui, même ici, en bord de route, avec la poussière sur les lèvres et dans les cheveux, « Ladies and gentlewomen, your attention, please !» Elle rit à toutes ces blagues. Comme il n'est pas leur fils ni leur cousin, elles peuvent lui pardonner de vivre comme un délinquant, un tout seul, un bon à peau. Après 10 minutes de jeu frénétique, une des femmes crie « bingo » avec une joie féroce. « Une autre grille !» exigent les autres. Il lance une deuxième partie. Un ruisseau n'aime pas quand les vieux lui jettent des regards tristes ou des regards mauvais, qui lui disent de retourner en tribu plutôt que de traîner, qui lui disent qu'il donne une mauvaise image des Kanaks. Bon, d'abord, il ne traîne pas, il mène des actions clandestines. Ensuite, il voudrait bien savoir ce que c'est une bonne image de Kanak dans ce pays-là, aujourd'hui, à ce moment-là de son histoire. Ils ont grandi avec quoi, les vieux, comme bonne image de Kanak pour se construire ? Et ils lui ont proposé quoi, à lui, quand il est arrivé à l'adolescence ? Parce qu'un ruisseau se souvient très bien de la pauvreté des images qui s'offraient à lui quand il avait 15 ans. Le peu d'images d'hommes qui lui ressemblaient, qu'ils soient Kanak ou non d'ailleurs, le tout petit nombre d'hommes auxquels s'identifier. Plus précisément, des images, il y en avait, partout. Mais c'était toujours les mêmes. Ses amis, ses cousins portaient des t-shirts sur lesquels rayonnait le profil du chef à taille ou la face de Bob Marley.
les t-shirts étaient des hôtels textiles à la gloire de ces deux saints noirs. La grande révolte et le reggae, le vert, jaune, rouge partout, le profil d'un mort, la face d'un mort, les t-shirts comme des pierres tombales. Ça ne lui allait pas. Un ruisseau voulait autre chose. Et puis, à la fin des années 90, un oncle lui a montré un match de basket et un ruisseau s'est créé une nouvelle église. Celle-là aussi était pleine de saints noirs, mais ils étaient vivants. Et plus que vivants même. Ils mesuraient 2 mètres, ils pesaient 120 kilos, ils chaussaient du 58, ils déréalisaient les chiffres, ils ridiculisaient les mesures. Leurs prénoms étaient des mélopées. Les nouveaux saints s'appelaient Magic, Shaquille, Kobe, Hakim. Leurs prénoms étaient les incantations qui manquaient à un ruisseau. Et leurs couleurs ne se limitaient pas au vert, jaune, rouge. Ils avaient la pourpre et l'or, le sang et le ciel, le blanc de nacre, le noir de jet, le bleu canard, et leurs chasubles se moiraient de reflets. Son premier rêve d'adolescent a été de prêcher dans l'église nouvelle, devenir commentateur de matchs de basket. Il a gardé le goût du beau parler. Il le montre chaque jour dans le groupe d'empathie violente ou auprès des mamans quand il organise un bingo. Parfois, il souffre de ses auditoires trop petits. Il rêve d'animer une émission de radio à l'échelle pays et les vieux verraient alors s'il est un paresseux, s'il passe sa vie à traîner. Il rêve de longues émissions dans lesquelles il tiendrait lieu de guide à des auditeurs et auditrices aux questions multiples et il y répond tout seul en repliant rapidement ses petites chaises. Question. Que faire lorsque les Blancs disent qu'il est temps d'arrêter de parler de colonisation ? Bon, alors tu as plusieurs options. La première, c'est de répondre que tu veux bien arrêter d'en parler, mais que dans ces cas-là, on doit te rendre tes terres. Parce que ceux qu'ils disent qu'il faut parler d'autre chose sous-entendent que ce sont des problèmes anciens. Mais comment ces problèmes pourraient-ils être anciens si nous vivons encore là où la colonisation nous a relégués ? Une autre option consiste à accepter mais à garder la main mise sur le sujet, à te lancer dans un sujet qui ennuie les Blancs en face de toi. Parce que ce qu'ils disent quand ils demandent qu'on parle d'autre chose, c'est « Est-ce qu'on pourrait parler d'un sujet qui ne me mettrait pas mal à l'aise ?» Et ça, on ne peut pas leur donner. S'ils ont l'impression que toutes les conversations sont des puits de malaise, alors peut-être ils accepteront de parler de colonisation. Question. Est-ce que les couples mixtes sont possibles ? Ah ouh, ma sœur, c'est une bonne question. Alors, les journaux disent que oui. Moi, j'ai tendance à penser que non. J'ai peur qu'il soit toujours un rapport de pouvoir, une lutte pour l'assimilation. Mais la dernière fois que je suis allée dans le petit aéroport de Magenta, j'ai vu une jeune femme blanche et un jeune homme kanak si étroitement enlacés, si chaudement baignés de larmes que j'ai pensé « tant qu'ils s'aiment comme des fous, alors c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est quand ils commenceront à se disputer que ça posera des problèmes. Et sooner or later, ils commenceront à se disputer. » Question. En Nouvelle-Zélande, tout le monde fait le haka. Quelle que soit sa communauté, un enfant l'apprend à l'école. Mais chez nous, il y a des gens qui n'ont jamais touché à la coutume. Pourquoi ? Je dirais qu'il faut distinguer les cas. S'il s'agit, par exemple, de randonneurs ou de touristes, il ne faut pas se fâcher, it doesn't matter. Mais s'il s'agit de gens d'ici, des gens avec un titre officiel ou avec des intérêts marchands, il faut leur faire comprendre à quel point leur attitude est offensante. Bon, par exemple, il faut leur parler, mais en leur tournant le dos, ou leur dire au revoir au milieu d'une phrase, ou fouiller dans leur petite mallette, ou poser un chat sur leurs genoux. Et ensuite, il faut leur dire, ce que tu as ressenti là, c'est ce que nous ressentons tous ici parce que tu as cru que tu pouvais sauter les étapes. Tu arrives chez moi et tu fais comme chez toi, et ça m'enlève même la liberté de t'accueillir. La prochaine fois que tu viens chez moi, fais les premiers gestes en premier. Présente-toi, dis bonjour et reconnais que tu es sur le seuil de ma maison. Septembre. Fidre se prépare pour sa journée de travail au Medipôle, attache ses cheveux bien serrés, lime ses ongles, étire son petit corps rond avec le soin d'une athlète.
Il va falloir déplacer des malades, les soulever, les nettoyer, et à la fin du service, les bras devenus sacs de sable, comme toujours. Elle va se faire engueuler ou remercier au fil des chambres par des patients, leurs proches, des médecins. Elle ne sait jamais à quoi s'attendre. Le job crée ça, les revirements entre les mots durs comme du bois de houppe ou les mains qui cherchent une des siennes pour la serrer fort. On la traite tour à tour comme une femme de ménage qui aurait oublié de faire les coins et comme une héroïne qu'il faudrait applaudir. Une héroïne petit prix quand même, pas Wonder Woman, pas le soldat inconnu. Non, plutôt les bonnes femmes qui gagnent un jeu télévisé parce qu'elles se rappellent les paroles des chansons et oh là là, c'est incroyable, exceptionnel Martine, vous vous rendez compte ? Bon, mais personne ne les admire vraiment. Pendant le Covid, quand même, on lui a servi du rap d'admiration, les petits discours et les grands yeux brillants. Quand les anciens ont commencé à mourir alors qu'on croyait qu'on avait échappé à la maladie du reste du monde. Pendant des mois, Fidre a vu les colères, les cris, les larmes, les familles frappées de plusieurs décès qui regardaient avec une surprise affreuse les familles où tous les malades guérissaient. Alors, c'était pas pour tout le monde la mort, seulement pour nous. Pourquoi pour nous ? Elle a vu les grands-pères et les grands-mères partir vers le pays des bouts de bois et des pierres quand leurs poumons lâchaient. D'autres qui revenaient dans la vie après s'être gonflés d'oxygène pendant plusieurs jours. Et il y en avait qui rentraient à la maison comme si de rien, et d'autres qui ne pouvaient même plus monter quelques marches sans qu'on comprenne pourquoi. Alors, c'était pas pour tout le monde non plus, les séquelles. Fidre l'a attrapé aussi, le virus, en octobre. Dans la fièvre, elle a vu des choses, des qui nageaient, des qui rampaient. Elle a vu le mal et son totem combattre pendant 3 jours. Elle s'est remise. C'était l'année dernière, et déjà, ça paraît si loin, enfoui dans une des boucles du temps. La double dose d'admiration s'est dissoute dans la grande eau des jours sans mort. Certaines de ses collègues l'ont mal vécu. Elles avaient encore les cicatrices du masque sur l'arête du nez et les mains pelées par le gel hydroalcoolique. C'était trop tôt. Elles voulaient plus de petits discours. Elles voulaient encore les grands yeux. Fidre a haussé les épaules et elle a continué. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Elle sait l'importance de ses gestes chaque jour, même quand les malades l'insultent. Les vieilles femmes, surtout, lui procure le sentiment profond de son utilité. Elle les lave, elle les écoute, elle tente parfois des coiffures sur leurs cheveux trop fins. Les grand-mères sont importantes, surtout les grand-mères qui ont lutté, comme celle de Fidre, les grand-mères qui ont levé le poing, les grand-mères qui ont répété aux petits qui grandissaient autour d'elles, « Ici, c'est Kanaki. Ne t'inquiète pas, ma fleur, ne t'inquiète plus, ici, c'est Kanaki. » Sans ces femmes-là, croit Fidre, on ne se serait jamais débarrassé du désespoir, parce que quand les hommes disaient cette formule aux enfants, ça ressemblait à des annonces de guerre à venir. Mais quand les femmes le disaient, surtout les femmes aux cheveux blancs, les femmes aux seins tombés, aux mains arthritiques, ça voulait dire que c'était une certitude, un déjà là. Elle arrive au Médipôle et laisse les grandes portes coulissantes l'avaler dans le bruit discret du caoutchouc. « Ça va, Thérèse ? » ?»« Ça va. » Dans son casier, en plus de sa tenue du jour, elle fait entrer avec difficulté le panier souple qui renferme les offrandes pour ce soir. Puis elle fait le tour des chambres de son service. « Ça va, Thérèse ? » ?»« Ça va. » Parfois, elle s'imagine la tête des autres si elle répondait non, et ça suffit pour la faire éclater de rire, ce qui suffit en retour pour que ses collègues soient persuadés qu'il n'y a aucun risque à lui poser cette question. Thérèse va toujours bien. Même quand sa tête brûle et que ses bras sont des sacs de sable, même quand, après les heures de travail, il faut encore s'enquiller la lenteur du bus. La coutume d'accueil des jumeaux a lieu sur une des plages de Noux. Ils se tiennent frêles comme des arbustes devant la nappe qu'ils ont étalée sur le sable humide. Ils rassemblent les quelques objets qu'ils ont apportés et les placent devant eux en cadeau. Pas de tissu, pas d'argent ni d'igname comme on en trouverait pour la cérémonie dans un clan traditionnel. Les jumeaux offrent des magazines, du Coca-Cola, des sao, des perles de verre, une trousse vert-jaune-rouge. Le garçon murmure, tête baissée et voix basse, qu'il prend la parole avec humilité pour demander qu'on les accueille. Il dit que sa sœur et lui arrivent sans ancrage, sans la sagesse des vieux et qu'il leur demande les deux. Il ajoute qu'ils respectent le groupe et veulent aider. Il dit « Merci pour ce que vous faites.
J'ai terminé. Il ajoute Oleti en remerciement final. Sur leurs visages si semblables, Fidre lit l'espoir, la fierté et la gratitude. Elle ne sait pas si le groupe pourra être à la hauteur de leurs attentes, de ces émotions qui embuent leurs yeux noirs et font trembler leurs lèvres. Oleti, olé. Octobre. La radio, lancée à la recherche de stations, propose à TASS un enchaînement rapide, syncopé, comprenant un reportage sur un chanteur de marais que TASS a déjà entendu 1000 fois. Et c'est pendant ce premier voyage que l'interview d'un sculpteur qui donne des ateliers en prison. Et votre message, c'est un morceau brouillé de Jimmy Cliff qui n'a pas tué Et puis la petite annonce d'un homme qui veut vendre une niche parce que son chien, son con de chien, ne veut... Quand elle arrive au lycée, le proviseur est devant la grille en compagnie de 2 gendarmes. Vous avez une minute, Madame Areski ? C'est au sujet de 2 de vos élèves, Célestin et Pénélope. Elle est étonnée que les gendarmes viennent poser des questions au sujet des jumeaux. Si on lui avait demandé qui, parmi ses élèves, était susceptible d'avoir des problèmes avec la loi, elle n'aurait pas pensé à eux. Et elle n'aurait donné que des noms de garçons. Pourquoi est-ce qu'ils viennent lui parler de Pénélope ? D'habitude, les gendarmes, leurs problèmes, ce sont les garçons. Pas tous les garçons, bien sûr. Rarement les garçons aux oreilles, par exemple. Et pas souvent les garçons caldoches. Même si en brousse, ils partent parfois chercher ceux qui lâchent l'école avant l'âge réglementaire. Non, les gendarmes, leur problème, ce sont les garçons canaques. Eux ne le diraient sûrement pas comme ça. Peut-être qu'ils diraient canaques, mais ils ne diraient pas garçons. C'est une partie du problème. Ils les voient déjà comme des hommes. Et TASS sait bien que quand la nuit tombe, une partie de ces garçons ressemble à des hommes. On ne voit pas que leur moustache n'est qu'une ombre. On ne distingue plus les joues rondes et puis ils font des choses d'hommes. Ou plutôt, parce que pour TASS ce sont toujours des garçons, ils font les choses que font les grands. Ils les font pour se sentir grands ou pour avoir l'air grand. Ils les font avec une ostentation qui oblige les gendarmes à les voir et les gendarmes croient que ces garçons qui font des choses de grands sont des hommes et ils les prennent en chasse. Quand la nuit tombe, les garçons sortent des bouteilles, des cigarettes, des joints, encore des bouteilles, des canettes, des gobelets, parfois des pilules, mais surtout des bouteilles et des canettes. Et puis ils les mettent dans des voitures qui ne leur appartiennent pas et ils conduisent ces voitures trop vite sur des routes qui ne sont pas éclairées, qui tournicotent dans les collines et les montagnes. Ils s'arrêtent quelque part et ils consomment une partie des bouteilles, des canettes et des joints avant de remonter en voiture. Ils ne portent pas de ceinture de sécurité, leurs claquettes se coincent sous les pédales, ils font sortir un pied nu par la vitre, ils crient et ils chantent et ils agitent des bouteilles ou des canettes et les vieux pensent qu'ils sont fous, les gendarmes pensent qu'ils sont dangereux, TASS pense à la mort de son père et les garçons croient qu'ils sont immortels. Quand ils ont des accidents, ce qui arrive souvent, ils comprennent qu'ils ne le sont pas ou alors ils ne comprennent rien, ils sont de l'autre côté et c'est trop tard. Quand ils n'ont pas d'accident, ils boivent et fument ici et là le long d'une route qui ne va nulle part, qu'ils parcourent dans un sens pendant quelques heures et puis dans l'autre, la deuxième moitié de la nuit. On ne sait pas bien, les garçons disent « allons jusqu'à Koné ». Et on pourrait penser qu'ils y vont dans un but précis, qu'une fête les attend là-bas, ou une maison amie, ou un joli point de vue, ou même un bowling. Mais non, ce qu'ils veulent dire, c'est littéralement « allons jusque-là ». Et une fois l'endroit atteint, ils font demi-tour, ou alors ils relancent la machine « allons jusqu'à Poum maintenant ».
Et ils roulent et boivent et roulent et boivent et parfois ils heurtent un cerf dont les yeux brillent bleus dans le noir mais pas assez fort pour que les garçons les repéraient avant qu'ils traversent la route. Parfois ils heurtent des branches qui sont tombées, parfois ils ne heurtent rien, ils roulent, s'arrêtent, boivent, roulent encore et souvent ils brûlent la voiture à la fin comme si la voiture était juste une autre des bouteilles emportées avec eux et qu'ils la terminaient avant de rentrer à la maison. Célestin n'a pas l'âge de conduire une voiture, mais Tass se doute qu'il le fait. Souvent, le blanc de ses yeux est rouge et jaune, plus du tout blanc quand il arrive au lycée le lundi matin. S'il boit, c'est qu'il conduit. Les garçons d'ici ne savent pas que les bouteilles existent sans voiture. Alors oui, les gendarmes, ce n'est pas si étonnant. Elle aurait envie de dire aux deux hommes « Quoi que Célestin ait fait, quelqu'un d'autre l'a fait avant lui, non ? C'est ça le problème de cette île. » Même si on ne connaît pas tout le monde, on connaît presque tout le monde, au sens où on connaît tous les types de personnes qu'on peut devenir en grandissant. Ils ne sont pas si nombreux, ils sont tous là. Et rien ne s'invente vraiment. Chacun rejoue la partition d'une autre, chacune reprend le rôle d'une autre. Tout était déjà là, on devient le grand d'un petit, le parent d'une enfant, comme si on se décalait d'une chaise vers la droite, mais toujours autour de la même table. Quoi qu'il ait fait, veut dire Tass. Un autre garçon l'a fait avant lui, et cet autre garçon a déjà dû payer, n'est-ce pas ? Alors est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que les garçons d'avant ont payé pour tous et que ceux qui ne font que répéter tristement n'ont pas besoin de refaire tout le parcours ? On a compris où ils vont ? À force d'hésiter, elle a dépassé le délai poli laissé à sa réponse et les deux gendarmes regardent leurs pieds d'un air gêné. L'un d'eux se gratte l'aile du nez. On va vous laisser aller en cours, Madame Areski, dit le proviseur. Décembre. Tass avance dans la vallée, odeur de l'herbe bleue écrasée sous ses pieds, des touffes de menthe aussi. C'est vif et poivré, ça lui donnerait presque faim. De petites libellules rouges vifs et des guêpes entièrement jaunes, corps, pattes, ailes, vrombissent et se posent sur de longues feuilles qui ploient à peine. Tass enlève ses claquettes et continue pieds nus. Le jour commence à s'éteindre en teinte pastel, mais le jean qu'a bu Tass lui donne beaucoup d'espoir quant aux étirements possibles du temps. La nuit pourrait être loin encore. Elle réussira sûrement à rentrer. Elle repère enfin le petit cric. Ce n'est encore qu'un filet d'eau qui chantonne, accrochant follement aux herbes ses haillons d'argent, etc., etc. Elle croit se souvenir qu'un peu plus loin, il s'élargit, forme une petite cascade où on peut remplir les bouteilles comme sous un robinet. Elle le longe en plongeant de temps à autre un pied dans l'eau. C'est très agréable, jusqu'à ce que le sol disparaisse. Elle tombe, s'érafle, n'a pas le temps de crier, se cogne, attrape de la terre qui se dérobe, merde, serre plus fort, se coupe sur les pierres, lâche sa dernière prise, oh non, atterrit sur un pied, putain, puis le genou, putain de merde, se mord la langue, putain, ça fait mal. Quand elle relève la tête pour inspecter les parois et évaluer la difficulté de sa remontée, elle aperçoit 3 silhouettes noires postées en haut autour de la cuvette. Au secours,
dit-elle, gênée que ses premiers mots soient si dramatiques. « Je suis tombée !» Première sanction, dit alors une voix de femme depuis le crépuscule et les pins colonnaires. Hein ? Il y a des murmures confus au-dessus d'elle. Une autre voix reprend, celle d'un homme cette fois. Il ne fallait pas mettre les pieds ici, là-dedans, déranger les ancêtres. Nous sommes d'un peuple, d'une culture, d'un pays, où être seul et être avec U et du et ce que l'on ne voit pas autour de nous, mais qui sont partout. La tête de Tass va mal après la demi-bouteille de gin, ça lui bat dans les tempes, ça tape fort et chaud, elle bégaye. Non, je suis désolée, je me suis perdue, en fait, j'ai aucune idée d'où on est, pardon. Les Blancs ne savent jamais rien lire de ce qui les entoure. Presque par automatisme, Tass fait un geste de protestation molle avec sa main gauche. La droite est empoissée d'herbe, de terre et possiblement de sang. « Je suis pas blanche !» articule sa bouche idiote. La nuit ne répond pas. « Je m'appelle Areski !» Et soudain, c'est comme si le ruisseau s'était soulevé, creusé, foutu en entonnoir. Ça part dans tous les sens et ça pleut et ça tournoie avec des images dans chaque centimètre cube d'eau, des images diffractées, des bouts de discours dans chaque galet du fond et des mains dans les algues gluantes. L'eau affolée gifle Tass de son tournoiement. Chaque goutte porte des années et ce sont 2 siècles qui tombent sur elle, 2 siècles dans lesquels elle nage et se noie et recrache. Elle va mourir si ça continue aussi fort. Elle va « respire !» dit Nep, qui est revenu au bord pour ne rien manquer. Tass obéit, l'eau prend des formes plus douces. « T'y vois quelque chose ?» Ça s'étire, s'allonge, se découpe. Il y a un... Bon, soyons honnêtes, je ne vais pas avoir le temps de vous raconter la partie qui suit. La partie historique, celle sur l'ancêtre de Tass qui s'appelle Areski, celle sur les Algériens du bagne et sur le système des concessions carcérales. Et c'est dommage parce qu'elle est vachement bien. Mais on n'a pas le temps. Alors je vous propose qu'on fasse un saut un peu plus loin dans le livre. Et qu'on imagine maintenant que Tass, en tombant dans le trou d'eau, soit aussi tombée dans une dimension qui lui permette de basculer hors du roman. Imaginons que, chaussures mouillées et peau fripée, elle puisse entrevoir les raisons pour lesquelles le livre qui la raconte, elle, a été écrit. Et elle me verrait alors, moi, à Nouméa en 2019, rencontrant à plusieurs reprises des hommes ou des femmes qui me disent « Hey, nous sommes peut-être cousins ?» Et elle me verrait rire de façon un peu embarrassée, trop aiguë ou trop fort, comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir compris la blague. J'ai appris 2 jours avant seulement que des Kabyles avaient été déportés, transportés et relégués en Nouvelle-Calédonie entre 1863 et le début du XXe siècle. Mais la question est posée, est-ce que nous pourrions être cousins ? J'ai sous les yeux la liste des 2106 Arabes envoyés au bagne calédonien. Je l'épluche. Elle est classée par ordre alphabétique de prénoms, ce qui exclut d'aller chercher mon nom de famille à la toute fin, comme je le fais toujours en me félicitant d'avoir un patronyme si pratique. Sérieusement, je plains les milieux d'alphabet. Bon. Elle conserve également avec soin les erreurs des archives coloniales dont elle est tirée et qui ont froissé, dépioté ou tout simplement noté par-dessus la jambe les noms étrangers qui leur étaient confiés. Probablement pour s'épargner des notations aléatoires ou trop longues, à plusieurs reprises, l'administration a utilisé les prénoms ou les surnoms des Arabes comme patronymes, créant des familles Kadour ou Abdelkader. Alors, appeler un personnage Areski, ce n'est presque pas exagéré. Pas de faux suspense, j'ai remonté la liste dans les 2 sens, plusieurs fois, et mon nom de famille n'y figure pas, même écorché, même concassé, pas plus que le nom de jeune fille de ma grand-mère. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose ?
Sur la liste qui s'étale devant moi, peu de gens ont des noms de famille au sens classique, au sens français, en réalité. Ils sont des Ben ou des Ou, c'est-à-dire des fils de, et leur nom change par conséquent à chaque génération. Ainsi, Mohamed ben Mohamed est le fils de Mohamed ben Messoun. Khalifa ben Sihamed, le fils de Sihamed ben Belal. Khaled ben Salah, le fils de Salah ben Galmi. Certains présentent des filiations chiasmées qui rendent impossible, me semble-t-il, tout arbre généalogique. Mohamed ben Abdallah s'avérant être le fils d'un Abdallah ben Mohamed. Et qui sait si ce dernier Mohamed, celui qui a donné naissance à Abdallah, ne s'appelait pas également Mohamed ben Abdallah, né d'un Abdallah ben Mohamed, les pères donnant à leur fils le prénom de leur père. Et ce n'est pas étonnant, alors que personne s'appelle zénitaire dans cette liste, parce qu'ils ont autre chose à faire que de me donner une lignée. Ils s'engendrent sans fin entre hommes, naissant fils de leur père, eux-mêmes fils de leur père qui s'appellent comme leur fils. Cette liste ne m'aide pas du tout. Sauf si, au lieu de regarder les noms, je m'intéresse au lieu de naissance. Ali ben Mohamed el-Amri est né à Palestro, c'est-à-dire à 25 km du village de mon père, en bas de la montagne, là, Palestro, qui s'appelle aujourd'hui Lac Daria, qui est la ville la plus proche quand on vit dans les Mechtas de la Crète, celle où on fait les courses, les affaires, la bringue. Mon grand-père y allait souvent, mon grand-père y avait un appartement, je crois. Mais non, je m'enflamme un peu, pardon. Ali ben Mohamed el-Amri est né sur le territoire des Beni Kalfoun, une grande tribu berbère. Et certes, ce territoire est limité au sud par Palestro, mais de l'autre côté, il s'étend au nord jusqu'à Chabet el-Amer. Si Ali ben Mohamed el-Amri venait de ce côté-là, il y a peu de chances qu'il ait pu marcher jusqu'au village de ma famille. L'administration française a écrit Palestro après Beni Kalfoun, sans doute pour aider à situer, mais ça a autant de sens que de dire à un touriste américain « Rendez-vous au château de Blois, Paris ». Bon. En revanche, d'autres hommes sur cette liste sont nés à Palestro, vraiment nés à Palestro, eux. Et peut-être qu'ils ont croisé mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-grand-mère. Ainsi, El Foudi Moudat Ben Ammar, Ali Ben Ahmed Labdi, ou encore Kalouch Ali ben Abderrahman. Mohamed ben Abdallah, fils d'Abdallah ben Slimane, est né à Tablat, tout comme El Mahdi ben Redine et Mahdi ben Moussa. Tous nés à 21 km du village de mon père. 21 km, c'est rien, même en montagne. Google Maps m'informe que la promenade à pied dure moins de 5 heures, et 5 heures, c'est rien du tout. On peut très bien aller se marier à 5 heures de chez soi, faire famille à 5 heures de chez soi. Bon, notons aussi que Ahmed Ammar Hamzian, déporté politique, est né à Dra El Mizan, à 50 km du village de mon père. Dra El Mizan, dont est originaire mon oncle par alliance, que tout le monde surnomme James, alors que pas du tout. Notons qu'une partie des lieux de naissance inscrits sur la liste nous demeurent inconnus à Google et à moi après des heures de recherche, et que les hommes qu'ils déterminent auraient pu, alors, frôler mes ancêtres dans 2 ou 3 cas. Notons, cependant, que la plupart des Kabyles condamnés viennent des alentours de Tizi Ouzou ou de Béjaïa. Ils sont nés au bord de la mer, à Tixirt, à Asfoun, le long de la côte que j'ai tant aimée lors de mon 2e voyage, mais qui se situe trop loin de la montagne paternelle pour que leurs descendants et moi puissions être cousins. Je crois. Si je résume, il reste possible, peu probable, mais possible, que sous un de ces noms malmenés se dissimule un membre de ma famille. Mais ce n'est pas vraiment l'important. Je ne suis pas plongée dans ces archives parce que je veux y retrouver un aïeul. Ce qui m'a happée dans cette histoire, c'est que si ma famille ne s'y trouve pas, elle aurait pu y être. Il s'en est fallu de peu de choses. Dans un contexte de justice coloniale, la condamnation d'un indigène n'est pas rare. Et la disproportion entre ce peu minuscule, presque ridicule, et la différence de destin auquel on aboutit me coupe le souffle. Mon arrière-arrière-grand-père aurait pu être arrêté en Algérie à la fin du XIXe siècle et envoyé au bagne à la Nouvelle, comme l'ont été plusieurs de ses voisins. Mais alors, il n'aurait pas été mon arrière-arrière-grand-père.
et un vertige me saisit devant l'inexistence à laquelle me condamne cette piste. Ce qui m'attache à cette histoire, la trajectoire alternative potentielle de mon aïeul, efface toute possibilité qu'une histoire me concerne ou m'affecte un jour, puisque je ne saurais pas si elle avait eu lieu. En 2023, après avoir lu de nombreux livres d'histoire, je suis repartie en Nouvelle-Calédonie pour plusieurs mois. J'ai habité la plupart du temps Nouméa, mais j'ai également passé du temps à La Roche-Percée, à 200 km au nord sur la côte ouest. C'est dans ces environs, à Bourail, à Bogen, à La Pouéo, à Nessadiou, que les Arabes de Calédonie ont été envoyés travailler la terre. La création d'un cimetière musulman en 1896 a entraîné un regroupement de la communauté dans ce lieu, surnommé la Vallée du Malheur par une partie de ses habitants et la Petite Afrique par ses voisins. Contrairement à d'autres baies toutes proches, celle de Nessadiou n'offre pas de plage de sable blanc, mais une mangrove. Lorsqu'on quitte la route territoriale 1, l'axe principal, pour la petite voie qui traverse ce qui est désormais un quartier détaché de Bourail, on ne voit jamais la mer. Dans ma voiture de location à demi défoncée, j'ai recommencé plusieurs fois la même boucle. Sortir de la RT1, longer la rivière et les terrains qui ont pour beaucoup conservé les limites des concessions accordées aux bagnards, scruter les vestiges des maisons les plus anciennes, regagner la RT1. Je ne sais pas bien à qui s'adresser le « je suis là » qui me montait timidement aux lèvres alors que je dépassais les maisons éparpillées. Je suis là au chevet du fantôme, du cousin ou du voisin hypothétique de mon arrière-arrière-grand-père. Non, ça se tient pas, c'est ridicule. Et pourtant, j'ai eu l'impression d'être attendue ici. Dans cet archipel, le souffle des ancêtres n'est pas une expression vide de sens, mais une réalité invisible. Est-ce que vous l'avez senti ? M'a demandé avec beaucoup de délicatesse un de mes interlocuteurs au moment de mon départ. Kanak et non-Kanak parlent de la mémoire des vieux. Et les peuples seconds ont emprunté au peuple premier une façon de voir dans les arbres, les pierres, les fondations écroulées et les fleurs du bord du chemin, les histoires de leur famille. Je ne viens pas de cette tradition. Je sais que le paysage ne me parle pas spontanément. Mais ce que j'ai lu, avant d'arriver ici, se dépose sur la boucle de Nessadiou et les lignes des toits me racontent d'une autre façon ce que je sais déjà. Je me suis rendue poreuse à leurs histoires de tôle et de tuiles et je murmure « Je suis là, en retour, sans savoir qui le recevra ». J'ai en grande partie inventé Tasse pour pouvoir la placer sur le bord de la rivière, pour me dire que c'est elle que je regarde et que c'est à elle que je parle quand je me déplace jusqu'ici. J'ai créé une destinatrice au « je suis là » qui flotterait sinon sans attache. Tasse existe parce que cette histoire n'est pas la mienne et qu'elle n'est pas la mienne. Elle est née de ce flou que je n'arrive pas à écrire.